Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Maître Mansour Kamardine, l'avocat qui défend la famille Roukia. Maître Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est terminé, le procès Roukia. C'est terminé, en tout cas, les plaidoiries, cette partie-là est terminée. J'avais une première question, d'une manière générale, avant d'entrer dans les détails, comment, selon vous, ce procès s'est déroulé? Est-ce qu'il s'est déroulé à la hauteur de ce que pouvaient attendre vos clients, c'est-à-dire la famille? Je crois que globalement, oui. Il y a eu une police d'audience qui a été claire, un traitement égalitaire pour l'ensemble des parties. Vous savez, dans un procès pénal, il y a 3 parties. Il y a la partie civile, il y a l'accusation portée par monsieur le procureur de la République en l'espèce, et puis il y a la défense. Je crois que s'il y a un élément que nous retiendrons dans ce débat, c'est la qualité de l'instruction à l'audience, le rôle du président. Je crois que ça a été une agréable chose. Personne n'en a souffert. Hein, et donc c'est très bien, oui. Le travail, vous disiez à l'instant, on le sentait tout le long du procès. Mes confrères qui ont couvert largement ce procès, il y avait l'ombre de Hakim Karki en permanence, ce juge d'instruction qui a fait un travail énorme sur ce dossier. Alors, il y avait l'ombre de... Vous avez raison de le souligner, il y avait l'ombre de plusieurs personnes. Oui. Il y avait l'ombre d'Hakim Karki, il y avait l'ombre de Philippe Fézandier, il y avait l'ombre de Thomas Bourgerie, il y avait l'ombre aussi de Gauthier, même si il était là physiquement, mais il n'était pas là dans le procès. Alors, je vais commencer probablement par d'abord Hakim Karki. Il n'était pas là. Mais vous aviez demandé à ce qu'il soit... Non, vous deviez le faire en tout cas. Non, je m'étais promis de le faire, et puis je considérais qu'il y avait d'autres dossiers, probablement encore beaucoup plus palpitants, et qui concernent le GIR, et qui probablement seront amenés également à l'audience. Donc je considérais qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus, j'allais dire, allez, osons le mot vulgaire à l'antenne, plus bandant de les faire venir à ce moment-là. Et donc, oui, j'ai pris la décision au dernier moment de renoncer à le faire citer, mais son ombre était là. Son ombre était là parce que tout le monde, enfin en tout cas en face, avait... du côté du GIR, pour être plus précis, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, avait souhaité le discréditer en disant que c'était un procès, une instruction à charge, qu'il n'y avait aucun élément dans ce dossier, ainsi de suite, que le GIR était pour rien. Je me souviens des publications parfois plus que osées de France Maët Matin. Je me souviens d'un certain nombre de déclarations faites par l'ancien procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis sur cette question. Et puis, les éléments qui s'accumulaient, et hier, nous sommes venus à l'audience. Il est fort probable que si Hakim Karki n'était pas était encore en poste, on aurait peut-être eu d'autres personnes sur le banc des accusés, sur le banc des prévenus. Mais, encore une fois, toutes les procédures GIR ne sont pas finies. J'ai pensé aussi à plusieurs choses à l'occasion de ce procès. J'ai pensé aux menaces, aux intimidations, aux pressions exercées contre les journalistes. Je me souviens de la garde à vue, puisque c'était mon cabinet qui vous avait assisté à la garde à vue. 9 heures de garde à vue de tête. 13 heures. 13 heures de garde à vue de tête pour savoir qui procédait à la violation du secret de l'instruction. Vous aviez dit à ce moment-là un certain nombre de choses. Vous avez dénoncé, je crois, vous avez indiqué que c'était Thomas Bourgerie. Oui, exact. Hier, les débats ont montré qu'effectivement, il s'est saisi des dossiers alors qu'il n'avait pas droit à accès à ces dossiers, et que probablement que c'était lui qui avait organisé ces fuites pour ensuite chercher à déstabiliser le juge, à exercer une pression sur les journalistes. Je me suis souvenu aussi de l'enquête en sorcellerie pour subornation de témoins dont j'ai été l'objet. Je me souviens des fadettes du juge en question. Je me souviens de ce message qu'un ami personnel m'a apporté à Paris en présence de ma fille en me disant « Attention parce que tu risques un jour de te retrouver au bord de la route ». Cette réunion de famille que j'ai eue
avec ma famille pour leur dire si vous me trouvez mort en bordure de route, sachez que je ne participe pas au grand banditisme. Il ne faudra pas vous poser des questions, enterrez-moi dignement, mais je continuerai jusqu'au bout parce que je ne supporte pas que la mort de Rukia soit considérée comme ils l'ont dit, que c'est finalement une blague. Qu'on soit black, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit beurre, qu'on soit tout ce que vous voulez. On est d'abord humain, on est d'abord une personne. Et qu'elle méritait cette audience, elle méritait cette justice. Je crois que nous l'avons eue. Et donc, les réquisitions du procureur vous ont satisfait? Je dois saluer la qualité de la motivation des réquisitions du procureur. Oui. Je crois qu'il a été incisif. Il a dit des choses justes, des choses... D'une manière globale, les réquisitions, je dirais, ont été satisfaisantes. Je vous ai écouté ce matin. Vous n'avez pas été d'accord à l'endroit de Frédéric Blondel. Frédéric Blondel, certes, il a commis une faute. Mais il faut voir dans quelles circonstances. Aider un ami, c'est un peu difficile. Elle n'a pas touché le corps de Rukia parce qu'elle ne pouvait pas. Elle lui a dit plusieurs fois non. Quand elle l'a emballé, elle était restée dehors. Quand elle l'a pris pour le mettre dans la voiture, elle ne l'a pas touché. Quand elle l'a déposé, elle ne l'a pas touché. Donc je crois que finalement, quand on voit tout ça, tous ces éléments, moi personnellement, j'ai eu des confrères, notamment, pour ne rien cacher, mon confrère Maître Idriss, lui aussi, il était tout aussi surpris que vous. Moi, ça ne m'avait pas choqué outre mesure. En revanche, je me suis posé effectivement des questions s'agissant des réquisitions prononcées à l'endroit des éléments du GIR. Mais je me suis finalement résolu à la réponse suivante, c'est que d'emblée, M. Garrigue a expliqué qu'il y avait plusieurs dossiers et que probablement il donnait rendez-vous au GIR. Il y avait notamment 2 dossiers, il donnait rendez-vous au GIR dans les mois qui viennent et que c'est probablement là qu'il demandera plus d'explications aux uns et aux autres. En tout cas, nous l'espérons. Parce qu'on va expliquer pour nos téléspectateurs, il y a une autre, peut-être même 2 autres procédures, au moins une autre procédure. Il y en a 2, il y en a une qui est en cours. Trafic de stupéfiants, je crois. Il y en a une qui est ici, instruite à Mamoudzou, et une autre dans les micmacs de Philippe Faisandier, qui ne voulait pas que le juge d'instruction d'ici instruise sur ce terrain-là, a ouvert à La Réunion. Mais je dois dire aussi, hier, il y a eu l'ombre, ou probablement la perspective d'une 3e ouverture, ou d'une 4e ouverture contre le GIR. Puisque vous savez, il y a un conflit patent, une divergence considérable entre les indiques et des sommes qui leur ont été remises par monsieur Gauthier. Et il y a des éléments qui sont formels. Le capitaine Alise dit qu'effectivement, les sommes, il a décaissé des sommes qu'il a remises à monsieur Gauthier dans l'intérêt de ces 2 indices qui étaient prévenus hier, lesquels annoncent des sommes moindres. Il y en a un pour lequel il lui a imputé une dépense de 1 350 €. Il dit qu'il n'a reçu que 100 €. Il y en a un à qui on a imputé une dépense de 2 100 € dans lequel il dit qu'il n'a eu que 600 €. Qu'est-ce que vous soupçonnez, là, Mansour Kamardine? Non, rien du tout. C'est que, vous savez... Est-ce qu'on peut imaginer que... les indices... Non, je n'imagine rien du tout. Ouais. Le milieu d'indices qu'il a été souligné était un milieu très complexe, très, très difficile, très dangereux, qui n'est pas forcément très fiable. Donc, il y a les déclarations des uns et des autres. D'un côté, on sait les sommes qui sont officiellement décaissées. Il y a M. Gauthier qui dit « j'ai remis les sommes », qu'ils ont même signées. Et puis, il y a les indices qui disent « non, moi, on n'a reçu que ça ». Donc, on peut imaginer que ce sont des éléments qui conduiront à des vérifications. Et puis, en fonction des résultats de ces vérifications, on saura. Mais Samuel Baucher, c'est des éléments qui ne laissent pas indifférents s'agissant de l'emploi des fonds publics. Le rédacteur et notamment de des fonds secrets. France Mayotte Matin, une question à vous poser, Mansour Kamardine. 5 ans d'instruction, 5 ans d'enquête, 5 ans d'articles. D'ailleurs, j'ai une petite pensée aussi pour Upanga, qui avait été condamné pour diffamation, avec beaucoup de pression. Ce journal a fini par mourir, d'ailleurs. Nous aussi, on en a fait les frais. Vous aussi, beaucoup en ont fait les frais. La famille de Rukia. Quand on entend le témoignage de Michel Alise ou de monsieur du capitaine Duvareil,
est-ce que vous n'avez pas la frustration de ne pas voir sur le banc des prévenus Gérard Gauthier, Thomas Bourgerie? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit il y avait des visages qui ont manqué sur ce beau banc des prévenus. Bon, l'instruction a été comme ça. On a profité de l'absence de M. Karki pour, pour arrêter cette instruction à ce stade. Bon, ok. Il y a même autre chose. Le nom de Philippe Cézandier est apparu plusieurs fois dans cette procédure. Et que probablement, il aurait été très intéressant qu'il nous donne des explications. Parce notamment sur la partie coût d'achat. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont reconnu qu'ils ont demandé notamment à M. Dupas, vice-procureur, de mettre en place un coût d'achat. Il leur a dit non. On n'est pas dans le grand banditisme. Et ensuite, ils disent, mais le procureur, lui, il était tout le temps au courant et il nous donnait il donnait son accord. C'était un point qui aurait pu mériter vérification. Autre point dans le témoignage de M. Alice qu'elle fait allusion. M. Alice dit une chose importante, et même comment il s'appelle, M. Duvareil, il dit quelque chose de très important. Il n'y avait pas des éléments factuels pour justifier cette importation. Et aujourd'hui, effectivement, on voit, et tout le monde voit, que de 2009 à 2011, et peut-être même à aujourd'hui, il n'y a pas d'importation de cocaïne ni d'héroïne. Et donc, c'était tout simplement dans le fantasme il fallait de toute manière créer ce GIR et trouver des bons moyens pour le créer, et ces différentes importations ont permis aussi au GIR d'être créé. On a beaucoup de questions, et notamment de la part des auditeurs et téléspectateurs. Mansour Kamardine, vous allez peut-être pouvoir nous aider. La principale question qui revient régulièrement depuis ce matin, le procureur a demandé 8 ans contre Mathias Belmer. Le délibéré aura lieu le 20 janvier. Mathias Belmer n'avait pas l'argent pour venir au ce procès, il a fallu aller le chercher. On l'a amené, il est à Mayotte. Qu'est-ce qu'il va faire jusqu'au 20 janvier ? Je m'appelle pas Mathias Belmer, sinon ça se serait. 2, je ne suis pas son conseil. 3, il appartient à Mathias Belmer de le faire. Si la question est de laisser entendre que Mathias Belmer peut prendre la fuite, bah oui. C'est possible. Mais il ira jusqu'où ? Il n'y a pas des mesures judiciaires pour une contrainte Le procureur ne peut-il pas ordonner le tribunal n'a pas souhaité statuer puisqu'il a mis son jugement en délibéré. Je crois déjà que c'est une bonne chose parce que la justice a besoin de sérénité, elle a besoin de temps de réflexion. Souvent, on lui reproche la lenteur, mais il a besoin de tout ça parce qu'une fois qu'il est passé, il peut laisser des dégâts considérables, parfois à vie. Donc, c'est pas une mauvaise chose qu'on ait pris le temps de la réflexion. Il appartient à Mathias Belmer qui a clamé pendant toute cette audience et peut-être même avant. Parce que vous savez que lorsque les gendarmes se sont présentés à son domicile pour le retrouver, il n'était pas là. Et le matin, on l'a entendu sur Radio Freedom se plaindre de ce que ce procès est engagé alors que personne ne lui a rien dit. Finalement, il a été, je crois, accueilli pas loin de la sortie de Radio Freedom, comme quoi il faut éviter les stations de radio. Et il a été amené ici. Donc, il le sait maintenant. Il sait qu'il ne pourra pas, comme ça, s'échapper de la justice éternellement. Donc, il a intérêt, à mon avis, à attendre la justice lui a fait encore confiance là, lui redonne une chance de pouvoir être jugé convenablement. Il lui appartiendra à lui de savoir ce qu'il veut faire. Sous forme de conclusion et assez rapidement, on nous a reproché effectivement une surmédiatisation de cette affaire et notamment la conclusion de cette affaire avec des moyens jamais déployés sur le terrain pour un procès à Mayotte. Un cas régie, 3 caméras en direct avec des points information à la télévision et à la radio en direct. On en a trop fait ? Non, je crois pas. Je crois que le procès, le procureur hier, il a utilisé un terme. Il a dit que c'est un procès. Quel était le terme ? Le qualificatif qu'il avait donné à ce procès, à un moment, il employait hors norme. Un procès hors norme. Eh bien, il fallait utiliser les moyens. Au contraire, au nom de la famille, moi, je vais vous remercier, à vous, bien sûr, ici où je suis, mais aussi l'ensemble de la presse, parce que il faut reconnaître que tous les jours, il y a eu des journalistes. Peut-être pas avec les mêmes moyens que Kwesi, mais il y avait des journalistes
qui étaient là, que ce soit, enfin je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaissent tous, mais ils ont été là, ils ont fait des comptes rendus de 8h à 23h, ainsi de suite, et avec des comptes rendus au petit matin, donc des informations qui vont un peu partout dans le monde. Donc on sait aujourd'hui que le procès Rukia a eu enfin lieu, contrairement à ce que nous bassinait, qu'on laissait entendre que c'était des fantasmes de quelques journalistes, de quelques juges, de quelques avocats. La réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'effectivement, Rukia a consommé de l'héroïne qui est passée entre les mains du GIR, qu'il l'a cédée, qu'il l'a détenue hors tout cadre procédural et qu'il l'a cédé hors tout cadre procédural. Eh bien, ça s'appelle de la détention et de la cession de cannabis. Et ça, c'est un délit qui est fortement condamnable, qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Merci beaucoup Mansour Kamardine. Le courage d'un avocat a désormais un nom, c'est Mansour Kamardine, avec les pressions qu'il a pu avoir, vous l'avez entendu à l'instant. Un procès qui se termine comme ce temps de parole, c'est tout. Je dois dire que je n'étais pas seul, tous les autres avocats de la défense s'associent à cet hommage que vous me rendez, monsieur Mignot.